On a donc présenté la boîte à outils. Présentons maintenant l'outil que nous allons utiliser, qui est l'approche paradoxale. L'approche paradoxale, c'est à Palo Alto, dans les années 60, que des chercheurs comme Gregory Bateson, Paul Václavic, John Wickland ou Dick Fish ont mis au point donc l'intervention systémique brève et en particulier l'approche paradoxale. Leurs travaux s'étaient enrichis des découvertes de la cybernétique et de la systémique quelques années auparavant. Au sein de l'approche systémique, qui recouvre plusieurs écoles, comme je l'ai expliqué, l'intervention systémique brève, que l'on pourrait encore appeler paradoxale, est un modèle de résolution des problèmes humains. Et ce qui va nous intéresser en tant qu'orateur, en tant que speaker, c'est d'utiliser tous ces outils dans nos interventions. Outils que vous serez les seuls à posséder, puisque personne ou très peu de gens connaissent ces méthodologies. Donc tout de suite, de cette approche paradoxale, on va tirer 4 outils oratoires qu'on va utiliser dans nos interventions. Interdire le changement et bloquer des tentatives de solution d'une personne, est-ce que ça va être productif pour nous? Oui, ça va être productif, puisqu'on est sur un modèle « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». C'est pourquoi je vais vous transmettre 4 outils, 4 pistes de solutions et 4 axes de réflexion que vous allez pouvoir déployer dans n'importe quelle conférence, dans n'importe quelle présentation. Premier outil, celui qu'on appelle, au sein de l'approche paradoxale, le recadrage paradoxal. Dans cet outil, dans vos présentations, vous allez présenter le problème comme une ressource positive. Donc par exemple, vous pouvez mélanger 2 outils. La maïeutique socratique, qui est l'art de poser les questions, l'art de faire accoucher les esprits, et le recadrage paradoxal. Ça donnerait à peu près ça. Pendant que je vous parle, je me pose la question. Étant moi-même amateur de surf, pour surfer, il faut une vague. Et plus cette vague est grosse, plus je peux surfer au creux de la vague. Ce qui revient à dire que on ne surfe jamais aussi bien qu'au creux de la vague. Je me demande donc à moi-même, et je partage cette réflexion avec vous, est-ce que ce qui s'applique au surf s'applique aussi au business? Est-ce que dans le business aussi, on ne surfe jamais aussi bien que dans le creux de la vague? Ceci expliquerait cela alors. Là, vous pouvez marquer 3 secondes de silence, ce qui va susciter l'intérêt de votre auditoire. Les plus grandes fortunes se sont fabriquées, petit silence, durant les crises. On ne surfe jamais aussi bien qu'au creux de la vague. Et là, tout de suite, vous pouvez opter pour la solution 2. Deuxième outil, les risques du changement, qui viendra se cumuler avec le 3e outil et le 4e. Donc, dans le 2e outil, vous pouvez faire réfléchir l'auditoire sur les risques du changement et les bénéfices secondaires du problème. Tout à fait, parce que quand quelqu'un reste dans une problématique, c'est qu'il a souvent des bénéfices secondaires invisibles. Donc on pourrait continuer notre discours sur le surf et sur le business en disant « Oh, mais méfions-nous, hein. Méfions-nous de rapporter des choses comme ça du surf au business. Je veux dire, pour moi qui ai une boulangerie, ou ma mère qui a une boulangerie, je pense que ça ne s'applique pas du tout. Je ne vois pas du tout ma mère faire fortune pendant la crise, à moins que... » Vous voyez? Et donc de tout de suite soi-même traiter l'objection, pour éviter que quelqu'un la traite à votre place ou lève la main, ou pour prendre en compte tous les gens qui se disent « Ouais, mais ça ne s'applique pas à mon business ». Que les personnes puissent se dire « Ah, on est dans une approche inclusive ». C'est comme s'il avait lu dans mes pensées. Et puis ensuite, vous allez traiter cette objection. Vous allez la traiter, en faisant réfléchir l'auditoire sur les risques du changement pour plusieurs catégories professionnelles. Est-ce que ça s'applique à tous les métiers? Et la boulangère, par exemple,
Ou l'assistante de direction. Comment est-ce qu'elle peut surfer sur cette vague, elle? Et puis les bénéfices secondaires du problème. Et vous allez cumuler tout ça dans un même discours en traitant l'objection. Et puis vous allez aussi aider tous ces gens qui hésitent, puisque l'idée c'est d'aider. Vous allez aider tous ces gens qui hésitent à faire le pas au travers de votre discours. Et ça pourrait donner? Ouais, ça s'applique pas à une assistante de direction, ni à ma mère qui est boulangère, qui a sa boulangerie à crédit. Ouais. Et, de toute façon, en même temps, je me dis, elle a beaucoup de bénéfices secondaires à rester là. Elle a 10 000 euros par mois, enfin, les 10 000 euros, si elle les a, hein, on lui a promis, elle les aura pas. Et puis, là, au moins, c'est son argent, la sueur de son front. En même temps, je me dis, à quoi bon travailler tous les jours, autant mettre son entreprise en faillite et toucher la CAF et le RSA, puisque de toute façon, elle va se retrouver avec des dettes. Au moins, la CAF et le RSA, on n'a pas de dettes. On n'a pas grand-chose, elle a déjà pas grand-chose, mais au moins, on n'a pas de dettes et... Ouais, je sais pas, je sais pas. En tout cas, vraiment, c'est à réfléchir. Ça peut s'appliquer au surf, ça, on en est sûr. On surfe jamais aussi bien qu'au creux de la vague. Il est possible que ça s'applique au business. Et après, de là à dire que ça s'applique à tout le business, attention. Mais fiat, vraiment, j'invite chacun à faire preuve de la plus grande lucidité. Donc vraiment, on va freiner le changement tout en invitant les gens et tout en traitant quelques objections au passage. L'idée, c'est de prendre une idée principale et que ensuite le verre soit dans le fruit. Vous voyez, vous avez instillé une idée. Finalement, est-ce qu'il vaut mieux être à la CAF ou RSA et mettre son entreprise en faillite si on est boulangère, ou avoir des dettes et finalement gagner la même chose que si on était à la CAF ou RSA devant la télé toute la journée. Et vous avez amené l'idée qu'il y a ce travail gagné à la sueur de son front. Puis vous pouvez amener l'idée en même temps de dire, oui, mais en même temps, elle ne l'aurait pas volé. Hein. Ma mère, ça fait 40 ans qu'elle travaille depuis l'âge qu'elle a 16 ans, elle est boulangère. Donc, sa CAF, sa RSA, elle ne l'aurait pas volé, elle. Ouais, ça, c'est sûr. Et puis de dire, mais en même temps, c'est tout à son honneur. Et vous pouvez continuer. Ouais, c'est tout à son honneur, c'est pas très malin en même temps. Hein. Est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'honneur ou être malin? Malin, en même temps, c'est un mot... c'est satanique, être malin. Hein. C'est le diable, on appelle le malin d'ailleurs. Ouais. Donc peut-être que je ne devrais pas utiliser ce terme pour tous les gens qui ont fait ce choix. Ça pourrait être considéré comme un manque de respect. Et là, vous pouvez faire intervenir l'auditoire. Qu'est-ce qu'on dirait de quelqu'un qui se met en faillite, justement parce qu'il voit la crise arriver et qui préfère être à la CAF ou RSA, en utilisant quelque chose de positif pour éviter de discriminer aussi bien celui qui a fait ce choix que l'autre. Et là, le public va vous aider, ils vont choisir, et vous allez retenir le mot le plus positif. Donc vous les aidez à faire le travail, vous les incluez. Et c'est une approche où ils vont pouvoir aussi donner leur avis et débattre entre eux. C'est-à-dire que vous avez mis un programme informatique et maintenant ils vont faire le travail entre eux. Et c'est plusieurs personnes qui sont de votre avis, ou en tout cas vous n'avez pas d'avis, vous avez mis une idée, plusieurs personnes qui ont l'idée A qui vont échanger avec des gens qui ont l'idée B, et entre eux, ils vont traiter les objections et faire le travail à votre place, qui vous permet de respirer, de faire intervenir les gens, puis ensuite de les couper, de dire « j'entends, c'est un long débat, je vous propose qu'on prenne un moment après, ou s'il n'y a pas d'autre moment, de continuer. J'imagine que ça suscite l'intérêt. » Troisième outil qu'on appelle le fantasme du pire. Avec cet outil, dans vos discours, vous allez affronter la pire chose qui pourrait arriver, ceci afin de rassurer tous ceux qui auraient en horreur ou en aversion cette chose. Donc, on pourrait dire, imagine la pire chose qui pourrait arriver. Elle est en faillite. La honte, elle a échoué. Et puis, elle se retrouve comme une malpropre à la CAF au RSA. On va imaginer le pire du pire du pire. Et puis un jour, l'État français n'a plus de quoi payer. Il annonce à tous les Français qu'on ne peut plus payer la CAF et le RSA. Et elle se retrouve sans aucune aide, sans rien. Imaginez. Et là, ça va permettre aux gens, en allant vers ce pire, cet extrême, que eux vont vous rassurer, vont dire « Bah non, de toute façon, s'ils coupent la CAF, le RSA, je veux dire, ta mère, elle sera comme X millions de Français, je veux dire, qui n'auront plus rien du tout. Donc, il y aura des restos du cœur, il y aura...
Et là, les gens vont descendre dans la rue, ce sera la révolte, je veux dire. Ah, vous croyez et tout. Ah bah donc, bon, au moins, comme vous le dites, elle sera pas toute seule. C'est déjà ça. Donc en allant dans ce fantasme du pire dans un discours, ça permet aux gens de se dire intérieurement, oh, il va trop loin là, ça n'ira pas jusque-là quand même. En tout cas, eux freinent dans leur tête. Donc eux se disent, c'est pas si grave. Plutôt que vous leur disiez, c'est pas si grave. C'est mieux dans ce sens. Voilà l'utilité du fantasme du pire. Et le fantasme du pire peut nous permettre aussi d'explorer certaines voies. Imaginez, mon fils, il fume la cigarette. J'ai déjà entendu dire que quand on fume une cigarette, vous savez, il y a ce dicton qui dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Est-ce que ça veut dire que mon fils va se mettre à fumer du cannabis, puis de l'herbe, puis qu'un jour ou l'autre, inévitablement, il va prendre de la cocaïne, puis de l'héroïne, par intraveineuse, qui va devenir toxicomane, qui va prendre du crack, puis se prostituer à la fin parce qu'il n'aura plus assez d'argent pour payer, et finir par vendre ses organes. Et vous voyez, là, les gens peuvent eux-mêmes vous dire « Monsieur, madame, vous allez trop loin, je veux dire, il a fumé une cigarette. Oui, c'est très grave, il se fait du mal, mais on n'en est pas encore au moment où il vend ses organes. Je veux dire, il y a tout un tas d'étapes et 95% des gens qui fument la cigarette n'iront pas vendre des organes. Je veux dire, vous êtes stupide. Et en faisant ça, ça vous a permis de faire le travail intellectuel de réalisation que c'est pas tous les gens qui fument la cigarette qui vont aller vendre des organes. Et puis ensuite, vous pouvez amener une autre idée, de dire par exemple, vous avez vu, j'ai un ami qui est musulman pratiquant. Ouais. Et on m'a souvent dit que les musulmans pratiquants, ils finissent tous terroristes, chez Daesh. Est-ce que c'est la même chose que pour la cigarette finalement? Est-ce que c'est une infime minorité de gens qui commencent la cigarette et qui vont vendre des organes? Est-ce que c'est la même chose pour les musulmans, à votre avis, ou pas? Et là, la personne peut se dire « Ah, c'est intéressant, hein ». Et vous pouvez dire, et si c'est la même chose pour l'islam, est-ce que c'est la même chose pour X, Y et Z? Et d'amener la personne à un espèce de nuage dans sa tête où on va remettre un petit peu des choses en cause. Et puis on va dire, à la fin, on peut dire, l'important, c'est de se questionner. Prenons un moment avant de fixer tout ça et d'apporter des réponses toutes faites. On a tout notre temps. Et en tout cas, le programme informatique de la personne continue de fonctionner. Et vous avez permis de traiter certaines objections à terme, ou pas. Quatrièmement, ce qu'on appelle la prescription du symptôme. Il va s'agir là de demander à l'auditoire de continuer, surtout, c'est très important, à produire les comportements dont ils veulent se débarrasser et à en faire de plus en plus. Évidemment, l'intérêt va être de provoquer chez eux un écœurement, jusqu'à ce que eux vous disent « Mais non, on veut arrêter, donne-nous des solutions. » Ah, vous attendez des solutions de moi? Et là, on va pouvoir commencer une transaction communicationnelle et on reviendra avec vous sur ce sujet un peu plus tard. Donc voilà, école de Palo Alto, approche paradoxale et les 4 outils tirés de l'approche paradoxale. 1. Recadrage paradoxal. 2. Risque du changement. 3. Fantasme du pire. Et 4. La prescription du symptôme.